Bonsoir et bienvenue à une autre émission VA2CQ. Ce soir, on va s'adresser spécialement à tous les écouteurs d'ondes courtes. Alors, soyez bien vigilants parce qu'on va vous donner des adresses. On va vous expliquer également trouver les fréquences sur différents types d'appareils. Mon invité, un connaisseur dans le domaine, VA2 Juliette Echo Charlie, c'est Jean, qu'on va retrouver dans quelques instants. Mais auparavant, j'aimerais vous faire part qu'il nous reste quelques émissions encore à vous présenter et c'est le temps de nous écrire pour le concours. Je vous donne l'adresse immédiatement, c'est concours VA2CQ, 2700 boulevard Jean Perrin à Québec et c'est la suite 120, le code postal G2C 1S9. Alors écrivez en grand nombre. Le prix, comme on vous a expliqué au cours de toutes les émissions, c'est un cours sur la radio amateur qui va vous conduire à l'obtention de la première licence. Le tirage va s'effectuer au cours des dernières émissions. Alors, on retrouve notre ami Jean dans quelques instants après la pause. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Salut, Jean. Salut, Jean-Claude. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Jean, ce soir, on t'a invité à titre d'expert exagère pas, et connaisseur sur la radio amateur en général. Ça va. Jean, on s'adresse spécialement ce soir aux écouteurs d'ondes courtes. Ouais. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'intéresse à un certain moment donné, justement, aux ondes courtes comme ça? Eh bien, les amateurs d'ondes courtes, franchement parlé, sont des futurs radioamateurs. Il y en a qui y parviennent, il y en a qui n'y parviennent pas, mais de toutes les façons, c'est très amusant parce que ça permet d'écouter les stations de tous les pays du monde. Particulièrement ici, il y a une très bonne station qui s'appelle Radio-Canada International. Tu as le Deutsche Welle, en Allemagne, tu as une station en France, il y en a au Japon, il y en a un petit peu partout. Donc là, ils sont même plus comment je dirais ça, perfectionnés. Ils ont beaucoup plus d'avantages même que les radioamateurs parce qu'ils ont beaucoup plus de bandes de fréquences sur leurs appareils que nous, on peut utiliser. Alors, ça leur permet de se promener dans tous les pays du monde à peu de frais et avoir les nouvelles fraîches qui nous parviennent de tous les pays. Mm-hmm. C'est ce que j'allais te demander justement. On est écouteur d'ondes courtes comme ça nous prend un appareil bien simple, même souvent sur des appareils portatifs que l'on peut se procurer dans différents magasins. Il existe des bandes de fréquences où on voit SW1, SW2. Ouais. C'est justement des bandes de fréquences. C'est des bandes de fréquences. SW1, c'est Short Wave. SWL1, c'est Short Wave Listener, qui veut dire écouteur d'ondes courtes. Alors, ils ont plusieurs fréquences. Ils ont 1, 2, 3 des fois sur les appareils. Contrairement à l'Europe, ici, on n'a pas ça sur nos radios d'auto, par exemple. Parce que ça existe même dans les radios. Dans les radios d'auto en Europe, tu peux prendre le shortwave pour écouter Radio-Canada en Europe. C'est très pratique pour un Canadien qui va se promener en Europe. Il peut avoir les nouvelles de chez lui par son appareil radio. Alors, c'est vraiment très amusant. Il existe même au Québec un club des écouteurs de radio amateurs. D'ondes courtes. Ouais, et ils écoutent aussi les radios amateurs puisque c'est des futurs radioamateurs, si tu veux. Maintenant, dans un club comme ça, même ici au Québec, on sait que ça existe depuis plusieurs années. Il y a eu des décrets, justement, pour Radio-Canada International en février, je crois, 1945, où la première station a été mise, justement, opérationnelle. Ouais. Mais dans un club d'écouteurs d'ondes courtes, ça me donne quoi exactement? Même si j'ai un appareil à la maison et puis je décide à un moment donné d'écouter... il y a différentes langues, différentes programmations. C'est quoi le processus et le chemin qui peut m'emmener justement à la radio amateur, Jean? Ah ben là, l'histoire qui les arrive, ils se font tous attraper dans le même piège, hein, parce qu'une fois que les gens écoutent ces stations-là, il y en a qui écoutent ça pour la musique qu'ils peuvent écouter dans d'autres pays. De la musique sud-américaine, c'est très prisé par certains. Il y en a qui écoutent le Deutsche Welle en Allemagne parce qu'ils jouent beaucoup de musique classique.
Mais par contre, quand ils écoutent les amateurs qui parlent entre eux, là, c'est là qu'ils prennent la piqûre. Alors, la piqûre, le déclic, se fait justement lorsqu'on écoute sur les amateurs. Alors, à ce moment-là, ça les ennuie de ne pas pouvoir y participer à la conversation. Puis à ce moment-là, ils vont prendre des cours pour devenir radioamateurs. Puis quand ils passent, ils s'y mettent. Et le processus est toujours le même. À un moment donné, on tombe sur une bande de fréquences et puis on dit, tiens, c'est un gars qui vient de donner l'adresse qui n'est pas tellement loin de chez moi, que ce soit à Québec ou ailleurs. Et puis, on voit justement que la radio amateur, c'est actif, ça travaille jour et nuit dans toutes les bandes de fréquences. C'est à peu près la même chose également, genre, sur les fréquences donc courtes. La musique, c'est 24 heures. 24 sur 24, dans tous les pays du monde. C'est ça qui est très amusant. Si tu veux écouter de la musique de la Chine à lui seul a 15 stations d'émissions internationales qui fonctionnent nuit et jour, et dans toutes les langues, je pense qu'ils utilisent 17 langues. Même Radio-Canada utilise 11 langues. Ils émettent 24 sur 24. Alors, si quelqu'un, même, il y a une station, le BBC à Londres, qui donne des cours d'anglais pour ceux qui veulent apprendre l'anglais. Il y a une station, je pense, c'est Radio-Canada, qui émet le soir vers 9h, il donne des cours de japonais, pour ceux qui veulent apprendre le japonais. Et voilà, parce que l'auditoire est tellement grande. C'est la même chose pour un Québécois qui va se promener soit en Floride ou même en Europe et peut avoir écouté Radio-Canada International et savoir qu'est-ce qui se passe même au Québec. Exactement, oui. C'est très intéressant. Jean, on va donner des adresses tantôt à la télévision qui va passer au bas de l'écran. Alors, ça vous prend un papier, un crayon, parce que l'adresse est quand même assez longue. Alors, préparez-vous. Dans quelques instants, on va vous montrer ça. C'est un club d'ondes courtes qui existe ici au Québec. Le siège social est à Montréal. Si j'écris là, Jean, je vais avoir de l'information, je présume? Oui, ils vont vous envoyer des brochures concernant les antennes, les types de radios que vous pouvez acheter, et les types de fréquences que vous pouvez utiliser. Maintenant, justement, si on en parle d'antennes, comme écouteur d'ondes courtes, ça ne prend pas une antenne sophistiquée. Là, on voit l'adresse qui passe justement présentement à l'écran. C'est le temps de la prendre, très important. Si on en parlait, Jean, des antennes. Pour quelqu'un qui écoute les ondes courtes, là, il n'y a pas besoin des antennes sophistiquées comme un radioamateur. Il n'y a rien qu'à s'installer un dipôle, même avec un bout de fil. Ça va aller très, très bien. Mais avec un dipôle, il est sûr de capter toutes les émissions à travers le monde. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Alors, si on peut se mettre une grandeur approximative là en pied, 135 pieds, 135 si on est capable, sinon... Sinon, tu peux mettre 25 pieds de chaque côté, puis ça va aller très bien. De toute façon, c'est en faisant des essais, des tests que vous allez avoir réalisé. Il n'y a pas de difficulté là-dessus parce qu'ils n'émettent pas. Pour l'émission, ça doit être très précis, mais quand tu reçois, même avec une antenne d'auto, tu vas capter les ondes courtes, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis l'appareil comme tel, est-ce que c'est un appareil qui est dispendieux? Il y en avait des vieux appareils dans le temps. Est-ce que ça fonctionne encore? Les vieux appareils à lampe de nos grands-parents, ça marche encore. C'est des très bons appareils d'ondes courtes, très précis et avec beaucoup de sélectivité. Mais maintenant, sur le marché, il y a des petits appareils, même portatifs, comme, je ne nommerai pas les compagnies, mais beaucoup de compagnies de radio maintenant qui fabriquent même des petits appareils portatifs que tu peux mettre dans ton veston, puis qui va capter toutes les stations du monde. Alors voilà, l'appareil justement qu'on voit, Jean, c'est un appareil quand même un peu dispendieux pour quelqu'un qui veut commencer, là. C'est peut-être pas l'appareil idéal pour un débutant. Il existe plusieurs appareils sur le marché qu'on peut se procurer. Maintenant, Jean, si on faisait peut-être la différence, on a parlé d'ondes courtes, il existe différents clubs. On a eu l'adresse tantôt, on en donnera une autre, celle de Radio-Canada International, entre autres. Il existe... qui se parle beaucoup au moment où on est en onde, ça va arriver prochainement, peut-être au printemps, et puis c'est la nouvelle réglementation. Présentement, Jean, en première licence pour devenir radioamateur, quelles sont les exigences requises? C'est pas très difficile. Il y a des examens du ministère de Communication du Canada fédéral qu'on doit passer. D'accord. D'abord, l'examen est à 2 volets. On les passe ensemble, ces examens-là. Il y a 50 questions concernant la technique, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'électronique, comment on installe un appareil, comment on fait une antenne, tout ce qui a trait au fonctionnement d'une station de radio amateur.
Et ensuite, il y a 50 autres questions d'examen concernant la réglementation de la radio. Parce que quand on parle de réglementation, on parle de réglementation internationale. Internationale, oui. À ce moment-là, on peut transmettre. Il existe également, je crois, c'est 10 mots à la minute. 10 mots à la minute pour passer la première licence. Et ça ne vous donne pas droit de communiquer internationalement, par exemple. Parce que la première licence te donne le droit d'utiliser un appareil de 2 mètres. Donc, ça va de 146 en téléphonie. En téléphonie seulement, de 144 à 148 mégacycles. Ensuite, tu n'as pas le droit de parler sur les appareils à onde courte, par exemple, à l'extérieur du Canada. D'accord. Ça vous prend une deuxième licence. Maintenant, la nouvelle réglementation, et là, je tire des articles du circuit, c'est la revue mensuelle du Club radioamateur de Québec. Je vais être obligé de vous la lire parce que c'est tellement complexe. Il y a plusieurs points. Jean, tu vas pouvoir me commenter les 4 types de licences. Il existe présentement 2 types de licences, la licence amateur et la licence supérieure d'amateur. Alors, si on regarde avec la nouvelle réglementation du ministère des Communications, le certificat de niveau A va donner accès à bien des choses, mais également les exigences qui seront proposées à ce moment-là. Ce ne sera exactement pas de code Morse. Alors, les avantages proposés à cette première licence, au certificat A, ce sera l'exploitation de tous les modes sur la gamme d'amateurs au-dessus de 30 MHz. La puissance d'entrée également de 250 watts maximum et les équipements d'émission de fabrication commerciale seulement. Ça, c'est au niveau A. Le certificat B maintenant, qui sera, lui, à employer avec le certificat A, les exigences proposées à ce moment-là, Jean, ce sera simplement un examen de code Morse à 5 mots à la minute. Alors, c'est pas tellement exigeant. Non, c'est ça qui fait la différence avec l'ancien. L'ancienne qui demandait 10 mots à la minute. D'accord. Et les avantages qu'on nous propose seront tous ceux déjà détenus en vertu du certificat A, avec en plus l'exploitation de tous les modes sur 3,5 à 4 MHz. La puissance d'entrée maximum, toujours à l'entrée, est de 250 watts et l'équipement d'émission de fabrication commerciale seulement. Alors, ça ne diffère pas tellement, c'est simplement qu'à la deuxième, il y a 5 mots à la minute qu'on demande. Là, on commence à être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe avec le C, qui sera, lui, à employer également avec le certificat A. Alors, à ce moment-là, Jean, on va demander un examen de code Morse à 12 mots à la minute. 12 mots à la minute, on peut atteindre cet objectif en pratiquant une demi-heure, en faisant beaucoup d'écoutes. Un mois. Et en faisant beaucoup d'écoutes, naturellement. Oui. Alors, ce que ça va nous donner, c'est tous les avantages détenus en vertu du certificat A, toujours le premier, avec en plus, premièrement, l'exploitation de tous les modes sur toutes les gammes d'amateurs sous 30 MHz. Tantôt, on était en dessous. Là, on y va en dessous. La puissance d'entrée, à ce moment-là, sera de 250 watts, toujours maximum, et toujours encore avec de l'équipement d'émission de fabrication commerciale seulement. On arrive au 4e. Le 4e qui est l'équivalent de ce que nous possédons présentement, Jean. Certificat supérieur de radioamateur. Voilà. Alors, nous, pour passer le certificat supérieur de radioamateur, on demandait 15 mots à la minute, les questions techniques. Alors, c'était quand même assez dur. Assez dur. Ouais. Ce qui va apporter justement cette nouvelle réglementation, ça va être un relâchement un petit peu. Pour faciliter beaucoup plus de gens à être radioamateurs. Justement. Et les avantages que l'on nous propose à ce certificat D, qui sera naturellement employé avec le certificat A ou un ensemble des certificats ci-dessus. Alors, ce sera des exigences proposées. Là, on va y aller avec un examen de 50 questions qui va porter sur la technique avancée. Maintenant, Jean, quand on dit technique avancée, ça ne prend pas un cours de technicien en électronique. Non. Hein? Il existe une banque de questions au ministère et puis quelqu'un qui travaille et prendre des cours également de radioamateur auprès des clubs, ça aide beaucoup. Il faut apprendre les lois régissant la radio, apprendre la loi de Ohms, qu'est-ce que c'est qu'un condensateur, qu'est-ce que c'est qu'un transistor. Pouvoir faire ses propres réparations. Exactement. Et puis, voilà. Alors, les avantages que l'on nous propose, en fait, ce sera la gamme et les modes d'émission sont tous ceux déjà autorisés en vertu des autres certificats, soit A, B et C, détenus par l'amateur, si on a fait nos classes, naturellement. Nous aurons le droit d'employer la puissance d'émission maximum admise par les règlements, le droit d'employer des équipements d'émission, cette fois très intéressant, de construction amateur, de construction maison,
Et on aura le droit d'obtenir naturellement une licence pour un répéteur et une station de base à distance. Alors Jean, je pense qu'il y a quand même une grosse différence là, et ça va apporter pas mal plus de monde. Oui, c'est sûr, ça. Alors les écouteurs d'onde courte qui sont justement... Qui sont bloqués par justement l'ancien système vont pouvoir y adhérer. Ça veut dire ça, Jean, que la première licence, on a le droit d'avoir le 2 mètres? On a le droit de se servir d'un 2 mètres, oui. Ça donne accès aux répétitrices, au téléphone. C'est quand même quelque chose de bien. À l'heure actuelle, il existe plusieurs stations répétitrices. À Québec, à Montréal, à travers la province. Et puis, la différence entre les deux licences, je pense que ça va tomber graduellement, naturellement. Le monde va se précipiter pour avoir l'accès à tous les pays du monde. Un monde merveilleux aussi qui est la radio amateur. Si on revient justement aux ondes courtes, Jean, on parlait tantôt d'antennes, on a parlé d'appareils. Est-ce qu'il existe sur le monde merveilleux des ondes courtes des certificats, des exigences, peut-être pas des exigences, mais des concours? En écoutant tant et tant de telle émission, on peut faire parvenir des cartes QSL également. Ils ont le même système que les radioamateurs. Ils ont des clubs, ils ont même un congrès annuel qui change de pays des fois. C'est à Montréal. Il y a 2 ans, ils l'ont eu à Milwaukee. Des fois, c'est en Europe. Il y a pas mal d'adeptes à ce hobby-là. Ils font des échanges de cartes QSL comme les radioamateurs. Ça devient intéressant également pour un philatéliste, quelqu'un qui collectionne les thèmes. Certainement. Et la collection des cartes QSL aussi, c'est très intéressant. Même au niveau de Radio-Canada ici, et si vous écrivez à l'adresse de Radio-Canada, ils vont vous envoyer des livres comment fabriquer vos antennes. Et ils vous envoient même une carte QSL avec 4 réponses. Il y a la grille horaire également de toutes les émissions et de toutes les stations qui existent au monde. C'est super Alors, intéressant. quelqu'un qui veut commencer dans le monde de la radio amateur, ça ne prend pas un équipement très, très, très sophistiqué. On peut y aller, commencer à monter des graduellement. Graduellement, et puis rencontrer des amateurs également, et puis pouvoir rentrer dans le plaisir monde de merveilleux. vous aider à installer votre système. Jean, VA2, JEC est radio-amateur depuis combien de temps, lui? Au moins une trentaine d'années. Au moins une trentaine d'années. Ouais. Vous avez eu le privilège, Jean, d'être radio-amateur dans un autre pays. J'étais radio-amateur en Haïti. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une grosse différence avec la réglementation chez nous? C'est exactement la même chose, les mêmes examens. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on parle de la réglementation internationale... C'est pareil partout. C'est une association régie, là? Régie par les clubs internationaux de radio-amateurs. Alors, ils ont les mêmes examens qu'on a ici, le même système, les mêmes réglementations, les mêmes codes Morse, la même chose. Voilà. Est-ce que ça vous arrive souvent d'entrer en communication avec... Chaque soir. Chaque soir? Oui, pour mettre un petit peu de soleil radio-amateur. Alors, j'appelle les copains d'Haïti, puis je fais la jasette des fois pendant 1 heure le soir. Est-ce que ça arrive également aux gens aussi de passer des trafics? Ça arrive souvent quand il y a, comme dernièrement, j'ai fait des trafics concernant l'ouragan qu'ils ont eu en Amérique du Sud. Ça aide. C'est d'abord le rôle de radioamateur, c'est de servir de relais entre les pays qui ont des problèmes. Puis, pas de politique, bien entendu. Alors, c'est quand même très, très, très intéressant. C'est très intéressant. La radio amateur. Je pense que vous aviez apporté, Jean, l'adresse d'un club d'ondes courtes là, aussi de Radio-Canada International. On avait ça dans les livres tantôt, là, lequel je vais essayer de le retrouver parce que on parle d'un monde de la Deutsche Welle. De la Deutsche Welle. Ça, c'est en Allemagne. Maintenant, dans le temps que Jean peut peut-être nous conter des anecdotes sur la radio amateur, jamais arrivé des petits pépins en radio amateur à Jean, non? Ça a tout le temps été bien été, oui? Il y a des histoires, mais que, franchement, un radioamateur n'est pas supposé créer de problèmes. Alors, l'adresse de Radio-Canada International est celle-ci, relation avec l'auditoire, la boîte postale succursale A, Montréal, Québec, et le code H3C 3A8. Alors, vous écrivez à cette adresse, on vous fait parvenir naturellement des pamphlets, beaucoup d'informations, comme vous allez voir ici, c'est Radio-Canada, une rétrospective. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Jean, on a fait la nomenclature des 4 classes de certificats
A, B, C et D. Qu'est-ce qui advient avec le radioamateur qui est en première licence présentement, là? Le radioamateur actuel qui est en première licence, et à partir de la nouvelle réglementation en mars l'an prochain, va recevoir automatiquement sa classe 2 sans examen. Donc, il est privilégié. Et il devient radioamateur supérieur. Supérieur automatiquement, excepté qu'il ne recevra pas de licence comme telle, puisque le ministère a décidé de ne plus envoyer de licence. Alors voilà, ça veut dire que lui qui travaille depuis un an à travailler sa télégraphie, à prendre un peu plus de vitesse, n'aura pas besoin de passer d'examen, il va tout avoir automatiquement. Donc c'est une facilité pour ceux qui ont déjà la première licence. D'accord. Il existe beaucoup de radioamateurs au Québec. Au Canada, on dit qu'on est à peu près 26 000. C'est pas tellement lorsqu'on pense aux grands pays comme la Russie, la Chine et bien d'autres pays du monde où c'est très, très, très actif. Sur quelle bande de fréquence, Jean, un nouveau radioamateur va commencer à travailler pour justement écouter sa télégraphie? Alors, sur la télégraphie, il va toujours sur la bande de 20 mètres. À 1408, 1407, il y a beaucoup de morses qui se font là. Alors, il va être capable d'écouter et de d'émettre aussi. On peut également, en fait, d'écouteurs d'ondes courtes. On voyait tantôt Radio France Internationale. Je pense qu'une organisation de radio internationale d'écouteurs d'ondes courtes, il en existe dans tous les pays. Hein? Oui. Alors, est-ce qu'il y en a un autre? Ça, c'est en Espagne, si je ne m'abuse. Alors, ça peut être intéressant pour un écouteur d'ondes courtes aussi de dire, bon, ben moi, je décide de collectionner les cartes parce que c'est très intéressant. Les radios auxquelles on écoute les fréquences sur la radio d'écouteurs d'ondes courtes, naturellement, nous font parvenir une carte QSL. Ça peut devenir une très belle collection au même titre qu'un radio amateur. Exactement, puisque dans chaque pays, il y a un bureau qui régit les stations de radio ondes courtes. Alors, ils vont s'occuper de vous envoyer, comme pour les radioamateurs, des informations concernant la station et des cartes QSL. Maintenant, moi, je suis écouteur d'ondes courtes et puis j'entends une station que je comprends naturellement là, pour lui faire parvenir. Quelles informations je devrais lui faire parvenir sur une carte, genre côté technique? Là? Vous devez lui envoyer vos heures d'écoute, la fréquence que vous écoutez et la date à laquelle vous avez entendu cette émission. À ce moment-là, ça va lui servir de référence pour vous répondre et pour vous envoyer les informations que vous voulez avoir. D'accord. Et puis en faisant partie de différents clubs d'écouteurs d'ondes courtes également, on nous fait parvenir des adresses avec les radios sur lesquelles on écoute. Mais bien souvent d'ailleurs, la station avant la fin d'émission des programmes donne l'adresse. Alors il faut porter attention pour bien prendre l'adresse pour que le courrier se rende. Ah, exactement, il ne faut pas oublier l'adresse. Et de notre côté, cet échange de cartes a un autre avantage, c'est que si vous partez par exemple pour Paris pour des vacances avec votre famille, les amateurs ou les écouteurs comme vous se feront un plaisir d'aller vous chercher à l'aéroport puis de vous montrer leur station. C'est une fierté de montrer sa station. Puis on se fait des amis à travers le monde. C'est ça qui a de plus intéressant là-dedans. Alors Jean, lui, est chanceux. Jean, on parle combien de langues? 5. 5 langues. Oui. Alors, ça devient très intéressant à ce moment-là pour le radioamateur. Je n'ai pas de problème pour communiquer avec l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Alors, c'est pas un problème. Et la radioamateur au Canada, Jean, tu vois ça comment dans l'ensemble? Je pense qu'on a au Canada une des réglementations et fraternités parmi les radioamateurs les plus merveilleux au monde. Parce que on n'est pas comme aux États-Unis, on gêne pas le voisin sur la fréquence, on respecte celui qui est sur cette fréquence-là, on le laisse parler, ensuite on s'en excuse, tandis que dans certains pays, ils n'entendent même pas. La première règle en radioamateur, c'est d'écouter avant de parler. Et voilà. D'ailleurs, on parlait justement lors d'une émission qu'en Russie, pour obtenir la première licence de radioamateur, il faut justement écouter et avoir des preuves qu'on a écoutées pendant 1 an. Alors, ça prend des QSL et puis tout en échange, ça prend la preuve. Jean, ça a été très intéressant ce soir. On te remercie beaucoup et on te souhaite encore, malgré tes 30 ans de radioamateur, de nombreuses années, mon ami, en radio. Certainement. Merci. C'est moi qui te remercie.
Alors, moi, je vous parle, avant de terminer, du concours. Je vous en ai parlé au début. N'oubliez pas de vous hâter et nous faire parvenir vos lettres avant la fin de la série. Le tirage dans quelques émissions. Et le concours, ben, c'est un cours en première licence de radioamateur, une valeur de plus de 150 $. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir et on vous invite à la semaine prochaine. Merci. Bonsoir. À la prochaine. Thank you.